Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Pauline Schnapper, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle et nous nous retrouvons ensemble pour vous interroger suite au scrutin, aux élections législatives du 4 juillet dernier au Royaume-Uni, élections qui ont donc renouvelé les 650 sièges de députés à la Chambre des communes. Élections qui ont qui ont abouti à une alternance avec le retour du Labour des travaillistes au 10 Downing Street après 14 ans de pouvoir du Parti conservateur. Alors, avant d'entrer dans une analyse plus détaillée des résultats, peut-être pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte politique, économique, social de ces élections, avec le déroulement de la campagne, le taux de participation plus faible qu'il y a 5 ans, je crois. Je vous laisse la parole. Entendu. Alors en effet, un contexte dégradé à beaucoup d'égards. Sur le plan politique d'abord, les dernières années ont été marquées au Royaume-Uni par une très grande instabilité, avec pas moins de 5 premiers ministres conservateurs depuis 2016, et depuis 2010, puisque c'était le même David Cameron jusque-là. Le Brexit, bien sûr, à la fois en tant qu'événement politique majeur, bien évidemment, le vote pour la sortie de l'Union européenne, mais aussi comme point de départ à une série de crises politiques et de difficultés, notamment au sein du Parlement, pour se mettre d'accord sur les modalités de sortie de l'Union européenne. Et puis aussi une série de scandales et de crises politiques qui ont affecté successivement Boris Johnson quand il était Premier ministre, en particulier après le Covid, et le scandale autour des fêtes qui avaient eu lieu au Downing Street pendant le Covid. Et puis l'épisode tragicomique de Liz Truss, qui a dû démissionner au bout de quelques semaines après avoir provoqué une crise sur les marchés financiers avec son projet de budget. Donc une instabilité politique évidente, mais qui a eu lieu aussi sur fond de problèmes économiques et sociaux très importants. Alors sur le plan économique, enfin bien sûr les deux sont liés, mais sur le plan économique, on a d'abord une croissance nulle, ou à peu près nulle. Elle a même été en très légère récession pendant quelques mois. Elle est maintenant très légère progression, mais enfin quasi nulle, et ce depuis plusieurs années maintenant. Une inflation qui est retombée maintenant après avoir été très forte en 2021-2022. Le Royaume-Uni est un des pays occidentaux et européens où l'inflation a été la plus forte pendant la période la crise énergétique, disons, liée à la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine. L'inflation est retombée aujourd'hui à des niveaux tout à fait corrects, mais les conséquences de cette inflation demeurent très très fortes, et en particulier elle a affecté le pouvoir d'achat des ménages d'une façon générale, et aussi avec la hausse des taux d'intérêt qu'elle a provoqué, elle a posé aussi beaucoup de problèmes à tous les ménages qui avaient des emprunts à taux variable, ce qui reste une des particularités du Royaume-Uni. On a plusieurs millions de Britanniques qui ont encore aujourd'hui des emprunts à taux d'intérêt variable et qui donc subissent l'augmentation des taux d'intérêt. Tout cela, tous ces éléments ensemble ont abouti à une forte augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni ces dernières années, en particulier de la pauvreté des enfants, même si, et en contrepoint de ce que je viens de dire, le chômage et reste faible au Royaume-Uni, certainement par rapport à ce que nous connaissons en France. Le chômage est faible. En revanche, on a un phénomène de pauvreté qui affecte aussi les gens qui ont un emploi, les working poor. Au Royaume-Uni, ça c'est un phénomène très important et très spécifique au Royaume-Uni qui s'est accentué ces dernières années. Enfin, peut-être pour compléter ce tableau un peu sombre, et ce qui touche particulièrement les Britanniques aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne, c'est la situation des services publics dans leur ensemble, en particulier le service de santé, le NHS, qui est
vraiment une référence au Royaume-Uni, qui est vraiment sur les genoux. Alors bien sûr, la crise due au Covid n'a rien arrangé, mais c'est quand même et surtout, d'une part, les mesures d'austérité, donc les réductions budgétaires qui ont eu lieu depuis 2010, depuis la crise de 2008-2009, d'une part, et puis aussi il y a eu un effet du Brexit avec le départ d'un certain nombre de médecins, infirmières et autres européens qui ont préféré quitter le Royaume-Uni. Tout cela combiné a provoqué une très très grosse crise de ce système de santé, avec en particulier des listes d'attente très importantes pour des opérations basiques, mais aussi et même pour voir des médecins généralistes. Il s'y ajoute les autres services publics en grande difficulté, que ce soit, alors au fil des ans, on a beaucoup entendu parler dans les médias du problème des bâtiments scolaires qui tombaient et qu'il fallait rénover, qui n'étaient pas rénovés. On a des prisons surpeuplées, là c'est la dernière crise en date des services publics, à laquelle le nouveau gouvernement va devoir s'atteler très vite. Et puis des problèmes de fond aussi liés aux services publics, qui sont ceux de la protection des personnes âgées du grand âge, hein. Donc tout ce qui relève de ce qu'on appelle en anglais social care, donc l'accompagnement des personnes dépendantes en général, que ce soit grand âge ou handicapées. Bref, tous les services publics ont été particulièrement affectés, et la situation générale, disons, n'était pas bonne, et elle explique évidemment l'impopularité grandissante du Parti conservateur et la victoire spectaculaire du Parti travailliste. Merci, justement. Justement, là, abordons merci pour avoir déjà replacé le contexte de façon précise. Les résultats, donc les grandes tendances, c'est un succès triomphal en termes de sièges pour le Labour, parce qu'en termes de suffrage, c'est quand même peut-être à relativiser. Tout à fait. 34%, ce qui est pas, et par rapport à 5 ans, ils avaient fait 32. Et surtout, mais n'est-ce pas surtout un échec cinglant pour le Parti conservateur? Et juste rapidement, quel était le taux de participation? Alors, le taux de participation était de environ 60%, ce qui est un taux faible pour les Britanniques. C'est pas le plus faible que le pays ait connu, c'était en 2001, mais c'est quand même un taux faible, on a expliqué par le fait que la victoire des travaillistes avait été tellement annoncée et depuis tellement longtemps que ça ait pu démobiliser une partie de l'électorat, et en particulier, on pense, alors pour l'instant on manque d'éléments pour savoir qui s'est abstenu, hein, c'est trop tôt encore pour le dire, mais on soupçonne que une partie de l'électorat conservateur ait été à la fois dégoûté, ou en tout cas n'ait plus voulu souhaiter voter pour les travaillistes, mais pas pour autant, pardon, n'ait plus voulu voter conservateur, mais pour autant n'ait pas choisi de voter pour un autre parti, et fait le choix au contraire de rester à la maison. C'est une des hypothèses, mais pour l'instant on n'a pas vraiment d'éléments. Sinon, oui, en effet, donc le point, enfin, il y a plusieurs points très 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 intéressants dans ces élections. Le premier, le plus évident, c'est un effondrement des conservateurs, qui n'ont gagné que 120 sièges à peu près, 121 très exactement, et remporté seulement 24% des voix, ce qui est extrêmement peu, même si c'était en gros ce qui leur était promis, si je puis dire, par les sondages depuis quelque temps. Donc pas vraiment de surprise de ce côté-là, mais quand même un score particulièrement faible, qui dénote bien quand même un rejet de la part de l'électorat après 14 ans de pouvoir, donc une usure très claire de ce parti au pouvoir, et puis toutes les circonstances dont je parlais il y a un instant. Du côté travailliste, une très forte, une victoire vraiment écrasante, quasiment du même ordre que celle de Tony Blair en 97. C'est le parallèle et le plus évident qui est fait, à la fois en termes de résultats, mais aussi parce que c'était la même approche qu'avait utilisé Starmer, et le même recentrage de son parti qui a abouti à un résultat comparable. Les deux hommes d'ailleurs restent assez proches, hein, Starmer et Blair. En revanche, la grande différence, en effet, c'est que
ce score très impressionnant de 411 sièges sur un total de 650, donc c'est vraiment énorme en nombre de sièges, et a été un score disproportionné par rapport au nombre de voix, est vraiment dû au mode de scrutin. Peut-être un mot de rappel sur le mode de scrutin, si vous voulez bien. Donc c'est un mode de scrutin majoritaire comme chez nous, mais à un seul tour. Ce qui veut dire qu'il suffit d'arriver en tête dans une circonscription pour être élu, quel que soit le nombre de voix qu'on obtient. Donc il est plus important d'être en tête partout que, même avec 30% des voix, que d'être second partout. Donc on peut avoir un nombre de voix assez important, mais s'il est mal distribué, avoir finalement très peu de sièges. Et à l'inverse, on peut avoir avec relativement peu de voix, si elles sont bien distribuées, obtenir beaucoup de sièges. Et c'est ce qui s'est passé avec les travaillistes. Ils n'ont jamais obtenu des scores très très élevés, mais ils sont arrivés en tête dans 411 circonscriptions, et cela leur a suffi pour remporter très largement ces élections. Ils ont aussi, d'une certaine façon, profité, même si c'est quand même une évolution qui à terme leur posera des problèmes. Ils ont profité cette fois-ci d'un éparpillement des voix, qui est un autre développement très intéressant et récent. C'est-à-dire que si on fait le cumul des voix remportées par les deux grands partis, conservateurs et travaillistes, qui sont ceux qui normalement alternent au pouvoir et remportent, grâce à ce mode de scrutin, une énorme majorité des voix, cette fois-ci, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a une série de petits partis, on devrait dire maintenant moyens et petits partis, qui font que le cumul conservateur plus travailliste est le plus bas de l'histoire. Enfin, en tout cas, le plus bas depuis 1945. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres petits partis ont eu un nombre de voix, sinon de sièges importants. Les libéraux-démocrates, alors eux, c'est un parti traditionnel, c'est le parti centriste habituel, qui a fait plutôt bien cette fois-ci. Alors, non pas tant en pourcentage de voix, ils n'ont eu que 12%, ce qui est quand même pas négligeable, mais pour une fois, ils ont profité du mode de scrutin, ils ont eu 72 élus, notamment dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est leur région de prédilection, où ils ont réussi à supplanter les conservateurs. Ce sont des circonscriptions où, traditionnellement, ils étaient souvent seconds derrière les conservateurs, et avec l'effondrement des conservateurs, ils ont réussi à passer premiers. Donc, ils ont réussi à avoir beaucoup de sièges, relativement, quand bien même, au plan national, ils n'avaient remporté que 12% des voix. J'espère que je suis assez claire. À l'inverse, un autre parti, alors cette fois, parti bien connu pour d'autres raisons, qui est l'héritier de UKIP, donc Reform UK, le parti de Nigel Farage, a remporté peu de sièges, 5 seulement, mais quasiment 15% des voix. Et c'est ça, peut-être, s'il y a une chose dont il faudra se souvenir de ces élections, à part la victoire écrasante des travaillistes au niveau national, c'est cette montée de Reform en nombre de voix, qui évidemment nous rappelle des choses en France et qui est comparable avec ce que nous connaissons, avec peut-être un temps de retard. Et on voit que cette dynamique qui était apparue au moment du vote du Brexit, ce mouvement populiste puissant autour du vote pour le Brexit, n'a pas disparu, quand bien même le thème du Brexit, lui, tend à s'estomper, au moins pour un temps, il reviendra peut-être. En revanche, ce que révélait la victoire du Brexit, c'est-à-dire toute cette partie de la population qui se sent méprisée, rejetée, qui est sensible au discours anti-immigration et anti-élite que propage Farage en particulier et tout son entourage depuis des années, cette population-là reste dans le même état d'esprit depuis 2016 et elle a voté pour Reform, et ces 15%-là, ils sont pour l'instant masqués par le mode de scrutin, puisque donc ils n'ont réussi à arriver premiers que dans 5 circonscriptions, Farage et 4 autres.
des circonscriptions qui avaient voté très largement pour le Brexit en 2016, donc il s'agit bien des mêmes électeurs. Mais il y a là un point de vigilance extrême pour les travaillistes, dont ils sont d'ailleurs très, très conscients, et qu'il faudra suivre à l'avenir. Et puis, peut-être un mot aussi sur deux autres partis qui ont plus ou moins réussi pendant ces élections. Le premier au niveau national, c'est le Parti vert, qui traditionnellement est très minoritaire, toujours pour les mêmes raisons, à savoir le mode de scrutin. C'est pas un parti qui arrive à remporter le plus grand nombre de voix dans beaucoup de circonscriptions. Il avait un siège jusqu'à présent. Il a réussi à en obtenir 4 cette fois-ci, ce qui reste très réduit. Mais en revanche, en nombre de voix, là encore, ils ont progressé jusqu'à plus de 6% des voix, ce qui pour eux est pas mal et correspond clairement disons, la gauche du Parti travailliste. Il y a certains électeurs qui trouvent que le Parti travailliste est maintenant trop centriste. Et il y a eu notamment tout l'épisode autour de la guerre à Gaza, où certains ont trouvé que Starmer avait été trop timide dans ses critiques d'Israël. Et donc, certains électeurs, clairement, se sont retournés vers soit donc les Verts, dans un certain nombre de circonscriptions, soit vers des ex-travaillistes en rupture de banc avec le parti et qui se sont présentés en indépendants. Il y a eu plusieurs, moins d'une demi-douzaine, mais enfin 3-4 élus indépendants plus les 4 verts qui ont visiblement été élus à la gauche du Parti travailliste. Mais bon, le raz-de-marée travailliste est tel que ça n'a pas vraiment d'incidence sur la majorité du Parti travailliste. Et enfin, peut-être un mot, si vous me permettez, sur l'Écosse et sur le SNP, le parti indépendantiste au pouvoir à l'Assemblée régionale écossaise, mais qui est en perte de vitesse depuis quelques temps. On le voyait déjà dans les sondages, et ça s'est confirmé lors de ces élections, puisque, alors là, pour le coup, c'est aussi une chute spectaculaire d'un parti au pouvoir, mais cette fois en Écosse, puisqu'il a perdu plus une quarantaine de circonscriptions sur un total en Écosse de 59. Donc c'est énorme. Il ne leur reste plus que 9 députés à Westminster, ce qui ne les empêche pas d'être toujours pour l'instant au pouvoir à l'Assemblée écossaise. Et l'Assemblée régionale écossaise donc, aura des élections en 2026. Donc cette fois-ci, on a la victoire travailliste a aussi entraîné, c'est aussi avéré en Écosse et au Pays de Galles. Donc c'est vraiment une victoire britannique du Parti travailliste, ce qui d'une certaine façon peut rassurer les partisans de l'Union qui s'inquiétaient des dérives centrifuges, disons, de l'Écosse en particulier. Merci, Pauline Schnapper, pour ce panorama très, très vaste et très, très précis. Avant ma dernière chose, une petite question par rapport à ce que vous venez de dire concernant la droite britannique avec l'émergence ou la confirmation, l'amplification pour faire simple, de l'extrême droite qu'incarnerait Farage et le UK Reform, qui du coup s'inscrit dans une concurrence s'instaure à droite entre Reform et le Parti conservateur. Comment ça peut se profiler? Est-ce que le Parti conservateur va dériver continuer sa dérive à droite, ou en interne au Parti conservateur, un courant centriste pourrait être dominant et faire un peu de prospective? Alors, je serais évidemment prudente sur l'avenir, mais c'est en tout cas, vous avez absolument raison de mettre le point sur cette question, c'est vraiment une des choses qu'il va falloir regarder de près dans les semaines et les mois qui viennent. Vous avez parlé de dérive du Parti conservateur vers la droite, elle était évidente depuis quelques années, puisque une bonne partie des conservateurs modérés avaient soit quitté le parti, soit été expulsés même par Johnson en 2019, au moment des crises autour du Brexit. Donc on a un parti qui, à l'heure actuelle, est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était il y a 20 ans, sans parler d'avant, très clairement.
Et on sent bien qu'il y a aujourd'hui, alors c'est un parti qui va être très très réduit en nombre d'élus, hein, on a vu 120 seulement au Parlement, et on voit bien qu'il y a d'ores et déjà un débat interne très fort, des tensions très fortes entre ceux qui souhaiteraient revenir vers un parti de centre droit plus classique, dans l'espoir de renouer avec l'électorat, avec l'idée que les élections se gagnent au centre, et ceux, au contraire, et c'est plutôt ceux qu'on entend aujourd'hui le plus, qui pensent qu'au contraire, il faudrait sinon faire alliance avec Reform, en tout cas maintenir et confirmer un discours très à droite, de façon à attirer les électeurs de Reform. Voire, pour certains, des gens comme Suella Braverman, souhaiteraient même carrément reconstituer une espèce de parti conservateur plus Reform. D'autres sont à droite aussi, mais voudraient essayer de vider Reform de sa force en attirant ses électeurs. Donc ce débat va avoir lieu. On va voir qui sera élu comme prochain leader, probablement après l'été. Donc déjà, on aura une indication. Il n'est pas exclu non plus, parce que ça a été souvent le cas dans le passé, à droite comme à gauche d'ailleurs, qu'après une lourde défaite, il y ait d'abord, dans un premier temps, un leader qui accentue la dérive, alors en l'occurrence à droite, mais on l'avait vu au sein du parti travailliste à gauche, et qui soit battu une nouvelle fois, et que dans un deuxième temps, le parti se recentre avec un nouveau leader. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra en tout cas regarder de près et qui sera très intéressant à observer dans les semaines, mois et aussi, du coup, années à venir. En effet, il faudra suivre ça de près. Si vous permettez, la dernière question, ce sera un peu quelles conséquences politiques au niveau national avec l'arrivée de Keir Starmer comme nouveau Premier ministre. Et d'ailleurs, quelle politique devrait-il mener? Et en insistant justement sur le point que vous avez soulevé, qui est fondamental par rapport à quelle politique de service public. Et ensuite, au niveau européen, quelle relation peut-on envisager comme nouvelle relation entre Londres et Bruxelles? Alors, sur le plan interne, les services publics sont une priorité absolue, bien sûr. Le gros problème auquel est confronté le gouvernement et qui nous est familier, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire que la grande différence, si vous voulez, par rapport à 1997, quand Blair est arrivé au pouvoir, il y avait une croissance à 4% annuelle. Il y avait beaucoup d'argent à investir dans les services publics, et c'est ce qu'avait fait le gouvernement New Labour à l'époque. Aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même. C'est celle que nous avons vue ensemble tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'argent dans les caisses, enfin très peu. Donc la priorité pour Starmer, en tout cas là, ce qu'il annonce, et lui et son gouvernement, la priorité c'est d'abord de relancer la croissance, c'est-à-dire c'est de créer de la richesse pour pouvoir ensuite l'investir dans les services publics. Et là, évidemment, à très court terme, c'est difficile. Starmer espère évidemment relancer un certain nombre de choses. Il voudrait relancer la construction de logements et d'une façon générale ce qu'on appelle planning au Royaume-Uni, donc tout ce qui est enfin faciliter la construction de logements, mais aussi d'usines, d'implantations, d'énergie verte aussi. La première chose qui a été faite dès ce week-end, ça a été de mettre fin au moratoire sur l'implantation d'éoliennes terrestres. Donc il y a un signal très fort envoyé à l'industrie en général et aux industries vertes en particulier, qui est allez-y, investissez. Le gouvernement vous soutiendra, donc ça c'est important. La construction, allez-y, on va rendre plus facile les autorisations de construction. Il y a aussi des annonces alors qui sont plus politiques, mais qui pourraient avoir des effets économiques qui consisteraient à lancer un programme de décentralisation. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni est un pays extrêmement centralisé, malgré les apparences, c'est-à-dire c'est vraiment à Londres que tous les budgets des collectivités locales sont distribués. Il y a très peu de marge de manœuvre pour les collectivités locales, que ce soit en termes d'impôts locaux
ou d'investissement, transport, infrastructure, etc. Donc l'idée serait de desserrer cet étau de Londres pour notamment les régions et les grandes villes de province, avec l'idée de relancer l'économie du nord, en particulier de l'Angleterre. Tout ça, bien sûr, et ça fera peut-être la transition vers votre autre point, tout ça est limité par le fait, je parle de la relance de la croissance, sera forcément limité par le fait que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et donc et surtout du marché unique et de l'union douanière. Donc l'économie britannique s'est tiré une balle dans le pied, si vous me permettez l'expression, en sortant de l'Union européenne. Et en réalité, la façon la plus évidente et la plus simple de relancer la croissance britannique aujourd'hui, ce serait de revenir dans le marché unique. Et là, on se heurte au problème politique, qui est que les travaillistes, jusqu'à présent, ont été extrêmement prudents et se sont gardés de promettre, alors non seulement de revenir dans l'Union européenne, ce qu'on peut comprendre vu ce qui s'est passé ces dernières années, mais même de revenir vers le marché unique. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Ce que les travaillistes, et Keir Starmer en particulier, et David Lammy, donc son nouveau ministre des Affaires étrangères, au Foreign Office, ont promis, c'est un rapprochement avec l'Union européenne. Donc ça, il va y avoir, et on le voit déjà à Washington aujourd'hui au moment du sommet de l'OTAN, le ton va changer énormément. Le ton du gouvernement britannique vis-à-vis de l'Union européenne et de ses États membres va changer. L'atmosphère va vraiment s'améliorer, ça c'est sûr. Mais sur le fond, les travaillistes, pour l'instant, ont promis des choses qui sont pas nulles, pas négligeables, mais quand même très limitées, qui sont d'essayer de négocier avec les Européens un allègement des contrôles vétérinaires à la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les contrôles phytosanitaires, c'est-à-dire essayer de rendre le mouvement des marchandises un petit peu moins lourd, un peu moins bureaucratique qu'il n'est devenu à cause du Brexit. Il voudrait aussi se rapprocher de l'Union européenne et de notamment la France et l'Allemagne, sur toutes les questions de politique étrangère et de sécurité, sur lesquelles Johnson, à la surprise générale, avait refusé de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et relativement consensuel au Royaume-Uni. Donc, si l'Union européenne est d'accord, ce qui ne va pas de soi, si les Européens jouent ce jeu-là, mais on peut espérer qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il y ait quand même un intérêt partagé à se rapprocher dans ce domaine-là, on peut imaginer, par exemple, que les ministres britanniques ou le Premier ministre participent de façon peut-être pas régulière, mais en tout cas ponctuelle, à des conseils européens ou des conseils des ministres européens. Il y aura aussi la question de tout ce que l'Union européenne essaye de faire en matière de défense depuis 2-3 ans, le Fonds européen de défense, en matière d'armement, etc. Est-ce que par exemple, les entreprises britanniques pourraient participer aux appels d'offres européens en la matière? Enfin bref, il y a la matière à faire des choses avec les Britanniques en amont des questions d'échanges commerciaux et sans remettre en question l'accord de coopération et l'accord commercial signé en 2020. Robin Schnapper, un grand merci pour la qualité et la richesse de vos analyses. On va suivre de près les premiers pas de ce nouveau gouvernement avec attention et de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'échiquier politique, enfin, avec la droite. Et j'espère qu'on aura donc l'occasion de renouveler cet exercice. Encore un grand merci. Avec plaisir, merci à vous